Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez vu, on est en octobre, ce qui veut dire que on va passer un mois à se raconter des histoires d'horreur. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Pour cet épisode-là, le thème c'est les objets hantés, le miroir hanté. Beaucoup d'enquêteurs du paranormal se rendent au manoir de Myrtle's Plantation, en Louisiane. Et oui, ces enquêteurs sont tous curieux du fait qu'on y raconte que 15 fantômes partiraient s'amuser partout dans le manoir toutes les nuits à partir de 3h du matin. Une partie de ces fantômes viendrait d'une histoire qui date de 1817. Cette année-là, Sarah Matilda hérite de la plantation entière après le décès de son père. Elle y emménage donc avec son mari Clark Woodruff et leurs 3 enfants. Peu après leur arrivée, Clark décide d'emmener une esclave du nom de Chloé dans le manoir. On ne sait pas trop pourquoi et il l'emmène assez régulièrement avec lui. Bref, Chloé est très souvent dans la maison et un jour Clark la surprend en train d'écouter une de ses conversations privées. Il n'est donc pas content et pour la punir, il lui coupe l'oreille. Chloé s'en voulait donc énormément après cet événement et elle n'en voulait qu'à elle, malgré le turban vert qu'elle devait porter en permanence pour cacher sa cicatrice, lui rappelant donc l'horreur qu'elle avait subie. Elle voulait absolument retrouver la confiance de Monsieur Woodruff. Alors elle décida de faire un gâteau pour toute la famille. Jusque là, on peut se dire que c'est super sympa, mais il y a une petite particularité à ce gâteau. En fait, Chloé, elle a décidé de monter un plan pour que Clark lui fasse de nouveau confiance. Elle s'est dit qu'elle allait donc faire un gâteau et l'empoisonner un tout petit peu avec des feuilles de laurier rose pour que les personnes qui en mangent tombent un peu malades, mais étant donné qu'elle connaît le remède, eh bien elle pourrait les sauver et donc regagner totalement la confiance de son maître. Et en plus de ça, Woodruff lui serait reconnaissant éternellement. En théorie, même si ce plan farfelu aurait pu marcher, vous vous doutez que ça s'est pas passé comme prévu. Déjà, on va pas se mentir, c'est hyper discutable sur la morale, mais en plus de ça, Chloé a mal dosé le poison. Et donc, la femme de Clark et 2 de ses enfants sont morts, parce que le poison était beaucoup trop fort et Chloé n'a rien pu faire malgré son remède. Suite à ça, elle a donc trouvé refuge auprès des autres esclaves de la plantation et leur a raconté tout ce qui s'était passé. Mais ces derniers, de peur de subir des représailles de cet événement, ont décidé de la pendre. Et oui, ils ne voulaient pas avoir sur le dos le fait d'avoir caché une criminelle, et donc ils devaient accomplir leur devoir envers leur maître. Et du coup, c'est quoi le lien avec un miroir maudit? Eh bien à l'époque, vous le savez peut-être, on couvrait les miroirs des maisons le jour où il y avait un mort, afin que ce dernier ne soit pas emprisonné à l'intérieur du miroir. Et la chose a été plutôt bien faite dans la maison des Woodruff. Plutôt, mais pas entièrement, parce qu'il restait encore un miroir. Un miroir donc dans lequel les esprits de cette journée-là ont été emprisonnés et sont encore là. Ils sont donc condamnés à errer dans le manoir, pour l'éternité, jusqu'à encore aujourd'hui du coup. Et maintenant on va parler d'une bague. La bague de Valentino. Oh, une belle histoire de bijoux maudits et mortels. Rodolphe Valentino était un des grands noms du cinéma muet au début des années 1900. Et en 1920, il a décidé de se faire un petit cadeau et de s'acheter une très jolie bague avec un œil de tigre en son centre, un petit bijoutier de par-ci par-là quoi. Quand il l'a montré à un ami, ce dernier lui a dit de tout de suite enlever et jeter cette bague. Tout simplement parce qu'il avait eu une vision de Valentino pâle, malade, très maigre, et sur le point de mourir. Bon, du coup Valentino, il a fait quoi? Il a pris ça pour une blague, évidemment, et il a gardé la bague à son doigt. Et c'est après que tout a commencé à dérailler pour lui. Quasiment tous les films qu'il a fait depuis l'achat de cette bague ont été des flops monumentaux au cinéma. Personne ne voulait plus le voir, il n'était plus interviewé, plus photographié, sa carrière était en chute libre. Et bien sûr, la chute de sa carrière n'est pas la seule chose qu'il a touchée. Il a également développé un ulcère qui s'est perforé quand il avait 31 ans. Entraînant donc sa mort. Et juste avant, il répondait parfaitement à l'image qu'avait eue son ami 6 ans plus tôt. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Suite à sa disparition, c'est son amante Paula Negri qui a récupéré la bague. Et elle aussi menait une brillante carrière, jusqu'à ce qu'elle prenne la bague. Après qu'elle ait commencé à la mettre, elle est tout de suite tombée malade. Et pendant très longtemps, au point de devoir mettre carrément sa carrière en pause. Et malgré qu'elle l'ait enlevé assez rapidement, elle ne s'est jamais remise de l'impact du bijou. La victime suivante fut Russ Colombo, un acteur engagé pour jouer le rôle de Valentino dans un biopic à son nom. La production avait de nouveau pris possession de la bague à un prix très peu coûteux et l'avait offerte à Russ pour qu'il s'imprègne un peu plus du personnage. Malheureusement, en récupérant le rôle, l'acteur a également repris la malédiction. Et très peu de temps après avoir été engagé et avoir enfilé le bijou, il est mort dans un accident de tir. Encore un peu plus tard, c'est un gangster nommé Joe Casino qui rachète la bague. Mais attention,
Il savait très bien la malédiction qui pesait sur elle, alors il a décidé de ne jamais la porter tant qu'il n'avait pas trouvé le moyen de conjurer cette malédiction. Une fois qu'il a réussi, quelques années après, eh bien il a décidé de la mettre. Et il est mort dans un accident de voiture juste après. La liste des victimes de la bague est très longue, mais depuis les années 60, personne ne sait où elle est. Et peut-être que c'est vous ou quelqu'un de votre famille qui la porte actuellement. Le crâne hurlant. Maintenant on va parler d'un crâne hurlant. Ouais, ça commence bien. Il existe plusieurs récits tout autour des îles britanniques qui parlent de crânes hurlants, et l'un des plus connus est celui du Burton Agnes Hall. Cet endroit, c'est tout simplement un grand manoir destiné à être une sorte de maison-musée qui a été construit entre 1601 et 1610 par Sir Henry Griffiths. Anne était une des 3 filles de Sir Henry Griffiths d'ailleurs, et ce dernier a décidé de construire ce manoir avec ses filles. Il voulait que cette grande œuvre, avec un caractère du coup plutôt familial, puisse accueillir de grands événements, des réceptions, des mariages et d'autres grandes choses qui peuvent s'apparenter à de la royauté et de la richesse et de la luxure. Bref, pendant la construction du manoir, Anne a été mortellement attaquée. Et c'est lors de ces derniers instants qu'une de ses sœurs s'est rapprochée d'elle. Pendant qu'elle était là, Anne lui a demandé quelque chose de particulier. Elle lui a dit de veiller à bien détacher sa tête de son corps et qu'il fallait absolument que son crâne repose dans le manoir. Sur le coup, sa sœur s'est dit « Ok, c'est peut-être un délire d'avant-mort, du coup, je vais lui dire ok, je vais promettre, mais quand même faut pas déconner. » Toutes les sœurs ont promis, mais elles se sont dit que c'était chelou comme demande. Alors, comme le veut la coutume, elles enterrèrent le tout dans le caveau familial. Tout ça sans écouter la demande d'Anne. C'est ainsi que des gémissements et autres hurlements lugubres venus de nulle part ont commencé à naître un peu partout dans les pièces du manoir, y compris lors de grandes réceptions. Ces sons lugubres devenaient de plus en plus longs et récurrents, allant même jusqu'à réveiller les sœurs en pleine nuit, et jusqu'au soir où elles n'en pouvaient plus. Alors les sœurs allèrent voir Anne dans le caveau familial. Elles sortèrent son cercueil et se rendirent compte d'une chose très particulière et un peu flippante. En effet, le crâne d'Anne avait été séparé de son corps petit à petit, et ce dernier était dans un état de décomposition beaucoup plus avancé que le reste de son corps. Elles étaient stupéfaites et presque paralysées de peur face à cette scène particulière, se demandant quelle était la cause de ce phénomène, et si ce n'était pas justement leur sœur qui s'était dit un petit peu vu qu'elles m'ont promis mais qu'elles l'ont pas fait, je vais le faire moi-même, depuis qu'elles avaient déshonoré leur promesse. Les 2 sœurs restantes décidèrent donc d'accomplir ce qu'elles avaient promis initialement et ramenèrent le crâne dans le manoir. Bien sûr, en prenant soin de le mettre dans un endroit où le public ne pouvait pas tomber facilement dessus, afin qu'ils soient en sécurité et n'éveillent pas de curieux soupçons. Et dès qu'elles le posèrent, tous les bruits s'arrêtèrent d'un seul coup. Pourtant, malgré le fait que les sœurs aient prévenu leurs descendants de ne surtout pas bouger le crâne de sa place, eh bien, il y en a quand même certains qui l'ont fait, et à chaque fois, les cris, les hurlements, et toutes ces choses bizarres qui se passaient dans le manoir devenaient de plus en plus fortes, très certainement parce que l'esprit d'Anne en avait marre d'être réveillé. Alors l'un des derniers descendants décida carrément d'emmurer le crâne. Il était d'accord pour qu'il reste dans le manoir, mais ne voulait jamais avoir affaire à lui, et s'il s'agissait juste qu'il soit dans le manoir, il pouvait très bien être derrière un mur pour l'éternité, et que personne ne puisse jamais le retrouver. Et jusque-là, ça marche plutôt pas mal. Tout du moins jusqu'au jour où le manoir sera détruit ou en ruine après les effluves du temps. Mais ça, de toute manière, il ne sera plus là pour le voir, donc au pire, c'est pas son problème. Le tableau maudit. Ce tableau est maudit. Bon, ok, je vous raconte son histoire. The Crying Boy, c'est un tableau de Bruno Amadio qui a été produit en plusieurs impressions tout au long des années 50. C'est-à-dire qu'il l'a peint en plusieurs fois. Et oui, c'est pas les prints qu'on connaît aujourd'hui de nos artistes préférés. D'ailleurs, si vous avez des potes ou connaissances artistes que vous voulez mettre en avant, surtout dites-le moi, que ce soit en commentaire ou en DM, et on va peut-être créer une émission pour mettre en valeur des artistes peu connus. Un petit peu comme on faisait à l'époque en 2018, mais version plus de budget. Allez hop, on coupe cet aparté, on revient à la vidéo. Du coup, ce n'est qu'en 1980 qu'on entend de nouveau parler de ce Crying Boy. Mais alors pourquoi ? Eh bien parce qu'un pompier du Yorkshire a remarqué qu'il était présent sur plusieurs lieux d'incendie, sur plusieurs lieux de maisons qui avaient totalement brûlé, sauf ce tableau. Il était précisément la seule chose encore intacte de chaque catastrophe. Des maisons entières avaient brûlé et même des appartements voisins avaient été emportés dans certains feux. Pourtant, le tableau était toujours là. Il a ajouté également qu'aucun pompier du pays ne voulait jamais entendre trop parler de ce tableau et n'osait bien sûr pas le mettre chez lui par peur de déclarer un incendie. Et oui, la rumeur d'une malédiction flamboyante touchait tous les exemplaires de ce tableau.
On ne sait pas vraiment ce qui aurait causé cette fameuse malédiction, mais tout ce dont on était sûr, c'est qu'elle était là. Et le problème avec cette malédiction, c'est qu'elle touchait toutes les impressions. Et comme je vous l'ai dit, il y en a eu plutôt pas mal. Mais une enquête a révélé un peu plus tard que chaque exemplaire était en fait imbibé d'une peinture ignifuge, c'est-à-dire une peinture qui ne peut pas prendre feu. Alors du coup, malédiction ou manque de chance? C'est déjà la fin de ce premier épisode des Horror Nights. Il en reste encore 3, et je peux vous assurer que le dernier qui sortira le 31 octobre vous fera plaisir. D'ici là, bien sûr, n'oubliez pas de laisser un like, un abonnement, un partage. Faites vivre cette vidéo s'il vous plaît. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles histoires horrifiques.